Imaginez si on pouvait réduire drastiquement le nombre d'accidents de la route, de viols et d'arnaques, et en plus économiser des dizaines de milliards d'euros. Voici comment. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission qui t'aide à construire une vie et une société pleine de sens. Chaque semaine, je reçois un humain inspirant pour t'aider à incarner le changement. Aujourd'hui, on accueille l'historienne Lucille Peytavin pour parler du coût de la virilité. Salut Lucille. Salut. Alors je te présente en 10 secondes, tu es historienne donc, spécialiste dans l'histoire économique et sociale des femmes et autrice d'un livre qui fait beaucoup de bruit, Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Alors derrière ce titre qui peut sembler provoque, vous allez voir qu'on va développer, il y a énormément de matière. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout a commencé, notamment un jour où tu marchais dans la rue et que il y a des sirènes de police qui ont déboulé à côté de toi? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que comment tout Est-ce que a tu avais commencé fait une bêtise? mais justement non. Et c'est pour ça que voilà, tout est né de ça. Mais finalement, enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que par mes études universitaires, j'ai travaillé beaucoup sur la place des hommes et des femmes dans la société. Et OK. c'est vrai que quand on travaille sur l'histoire des femmes, le droit des femmes, il y a beaucoup de choses qui sont faites justement pour mettre en avant ce qu'ont fait les femmes justement pour acquérir tous ces droits. Mais Ouais. moi, tout ça, ça m'a frustrée, je dois le dire. Quand même, on s'intéresse peu aux hommes alors qu'ils sont les principaux auteurs des violences faites aux femmes, Ouais. et des violences tout court dans la société. Et ça, je l'ai découvert effectivement parce que je suis allée chercher des statistiques et de cette frustration. Effectivement, la statistique qui au début, m'a interpellée, c'est le fait que 96,3 % de la population carcérale est masculine. C'est hallucinant. Voilà. Et c'est-à-dire que je me suis dit: «OK», je me doutais bien que ça devait être élevé, mais pas dans ces proportions-là. Et quand j'ai découvert ça, je suis allée chercher d'autres chiffres, d'autres statistiques. Effectivement, je me suis rendu compte que non seulement les hommes étaient responsables de l'immense majorité des violences faites aux femmes, mais de tous les types de violences dans la Oui, faites aux société. hommes aussi. Voilà, exactement. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus tout à fait vu les choses de la même façon. Et c'est vrai que je raconte au début de mon livre cette anecdote, qui est qu'un jour, donc je marchais dans la rue, et effectivement, il y a des services de police qui sont passés devant moi, toutes sirènes hurlantes. Et donc je me suis dit: «Mais là, très probablement, ces services de police vont intervenir, pour faire face à un délit commis par un homme». Mmh. Et là, je me suis dit: «OK, il y a ces services de police, mais si, il y a une victime, il y aura peut-être des services de secours. Si la victime, a des séquelles graves, il y aura peut-être des services, hospitaliers. Puis s'il y a un auteur des faits, forcément, il y aura peut-être, une enquête, donc des services de police, puis peut-être des services de justice, peut-être des services, de prison, puis de réinsertion, et cetera, et cetera». Et en fait, là, je me suis demandé: «Mais combien est-ce que nous dépensons chaque année, économiquement, matériellement, humainement, pour répondre à cette surreprésentation des hommes, dans la violence?» Voilà. Et c'est de là que tout est parti. Et effectivement, c'est quelque chose aussi qui n'avait jamais été calculé jusque-là. Donc je me suis, lancée dans ce travail en me disant qu'effectivement l'argument économique pouvait être aussi un très, très bon argument de sensibilisation. Je sais enfin, masterclass déjà, ça fait deviner trop ouais, trop bien et un détail aussi, dont tu parlais dans le calcul, c'est, le coût de l'inactivité potentiellement de la victime qui derrière, peut-être va être en arrêt maladie, des fois, meurt donc enfin voilà, ça a aussi un impact, un coût d'opportunité, on va dire, même si c'est très froid et rationnel de parler comme ça sur des violences où on aimerait bien que, il y ait pas forcément besoin d'arguments économiques, Ouais, alors c'est vrai que, bon, moi j'ai une approche, économique des violences et des répercussions pour les victimes. Alors ça n'enlève en rien la question de l'éthique, mais effectivement, force est de constater que bon, on est dans une société où l'économie, compte quand même. Et effectivement, on peut, grâce à des outils, d'économie, calculer, eh bien, combien vaut une vie. Effectivement, ça peut paraître froid, mais c'est des choses qu'on ouais. utilise de plus en plus. Ouais, Voilà, combien vaut on va en une parler, vie? ouais. Ouais, combien vaut un blessé léger, un blessé grave, et cetera. Et parce qu'effectivement les conséquences, financières et les coûts qui sont induits par ces violences, elles sont de plusieurs ordres.
Je l'évoquais là, il y a des coûts directs pour l'État. Alors, je parlais de services de police, de services de justice, de santé, mais effectivement, il y a aussi des coûts indirects pour la société et comme tu dis, qui vont être peut-être liés aux souffrances physiques, psychologiques, aux pertes de productivité, aux destructions de biens et donc voilà, j'ai essayé de prendre en compte tous ces Mmh. types, finalement de coûts. Tu vas nous expliquer plus tard comment tu as fait ce calcul, mais juste pour avoir une idée, ça coûte combien? Ça vaut combien une vie? Alors on est un peu plus à de 3 millions d'euros. Voilà, donc ça, c'est des études qui sont développées depuis le début des années 2010. Aujourd'hui, c'est l'OCDE qui travaille sur ces calculs. Combien vaut une OK, vie? Et ce qui est, intéressant et dans cet outil, donc ça s'appelle la valeur de la vie statistique, c'est que ça permet d'évaluer le coût d'une vie, le coût de conséquences d'une violence, par exemple, de façon, on va dire, grosse maille, c'est-à-dire que c'est une estimation globale, voilà, des conséquences. Après, il y a d'autres, façons de faire. Quand on a plus de data, mais là, je pense qu'on pourra en parler, ouais, OK, la difficulté à avoir des données, calculer vraiment, on peut le faire et c'est ce que j'ai fait, par exemple, dans le rapport, parce que je travaille aussi pour un cabinet et j'ai eu la chance de coécrire le rapport sur le coût des violences sexuelles faites aux enfants pour la Civis qui a été publié l'année OK, dernière. Voilà, où là, on est véritablement aller chercher, et bien, par exemple, sur les conséquences pour la santé, et bien, combien d'enfants, par exemple, consultent, des psychologues, combien est le coût d'un psychologue et cetera, ouais, pour la sécurité sociale, tout ça. Mais OK, ça demande d'avoir des datas, ça demande, d'avoir, voilà, des enquêtes de victimation, ce qu'on n'a pas toujours, et ce qui est intéressant aussi dans ces études sur les coûts qui se développent, c'est, de faire des préconisations, en fait. Voilà mmh, et de dire, ben, on ne pense pas toujours alors là, moi, sur le coût de la virilité, c'est sur la question de catégoriser par sexe. C'est-à-dire que, voilà, on ne pense pas, toujours à cette catégorie alors que, mmh. elle est fondamentale quand on veut calculer le coût des violences. Ouais, évidemment, au-delà du côté froid, c'est aussi, bah, pour permettre d'indemniser, les victimes et avoir des arguments solides derrière pour, bah, bien sûr que Et ça puis c'est ça pour rattrape sauver les une perte, mais victimes, en fait. Cette argumentation, au final, c'est pour, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir la violence, pour couper le robinet de la violence et qu'on n'ait pas tous ces coups et qu'il y ait même pas de victimes, en fait. ouais. Donc c'est une démarche humaniste, quoi. Avant d'aller plus loin, même s'il y a déjà eu des dizaines d'épisodes sur le féminisme, dans Soif de sens, j'imagine qu'il y a quelques personnes qui ont peut-être les poils qui se sont dressés de quoi? Comme ça? Comment les hommes seraient, des gros méchants. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ce n'est pas un livre à charge, contre les hommes? Alors, parce que c'est un livre à charge contre la virilité et la virilité ne veut pas dire homme et c'est vrai que, bien souvent, on a tendance à le confondre et c'est un sujet qui, effectivement, au premier abord, peut être un peu épidermique et notamment pour les hommes. Mais effectivement, je ne calcule pas le coût des hommes, je calcule, le coût de la virilité. C'est-à-dire les conséquences d'une différence d'éducation entre les hommes et les femmes et qui repose justement, sur cette notion de virilité. Alors peut-être qu'on peut définir la virilité. Ouais, Ouais, alors ça vient du sanskrit, donc si on remonte à l'étymologie qui veut dire vira, le héros, le guerrier, et ah ouais, c'est un idéal normatif. La virilité, elle définit ce que doit être encore aujourd'hui un vrai homme dans notre société. Et c'est une notion qui rassemble les attributs de force, de puissance, à la fois physiques et moraux, et qui ouais, pousse les hommes à se comporter en tant que dominants. Donc je ne dis pas effectivement, et ça c'est toute une partie de mon livre, que les hommes sont naturellement violents. Il n'y a pas d'essence, comment dire, il n'y a pas de prédisposition des hommes à la ouais. violence. Il y a Euh, pas d'études scientifiques qui prouvent, qu'il y ait de la génétique, Exactement, qui les y exactement. conduisent ou quoi. Tout à fait et pourtant il y a beaucoup, beaucoup d'hommes justement qui me disent: «Mais nous, on est comme ça», voilà donc en fait, c'est Ouais. quelque chose que je dois aussi comment dire? Déconstruire et argumenter, auprès des hommes donc c'est intéressant, mais effectivement, voilà, on est du côté de l'éducation, du culturel et c'est quelque chose que l'on peut tout à fait changer, qui dépend des valeurs finalement qu'on transmet, aux hommes. Ouais, mais un des freins, c'est déjà effectivement qu'on croit que, les mecs, on est naturellement plus turbulents et violents alors que, bah, non, en fait, on n'est pas comme ça. On le devient, mais c'est vrai que c'est tellement
tôt et omniprésent qu'on le confond avec quelque chose d'inné, quoi. Tout à fait. Moi, quand je donne des conférences, il y a plein de parents qui me disent: «Mais moi, je ne comprends pas. J'éduque mon garçon comme ma fille et pourtant mon garçon aime, jouer aux armes, aux voitures», tout ça. Oui, Alors il y a pas que les parents qui éduquent leurs enfants, alors il y a toute une déjà, il y a société, quoi. exactement et puis en fait, il y a tout un tas d'études qui ont été faites par les sciences de l'éducation, la sociologie, qui montrent très concrètement par quoi ça passe, comment on transmet ces valeurs de virilité aux petits garçons et de façon pas toujours consciente parce que c'est ce que tu dis, c'est tellement imprimé dans nos schémas. Nous-mêmes, on a été éduqués de cette façon et donc effectivement, on le transmet sans toujours s'en rendre compte. Donc c'est pour ça que c'est aussi important d'en parler et quand les parents disent: «Moi, j'éduque mon garçon comme ma fille», c'est en toute bonne foi, mais je suis sûre que si je vais, dans les maisons et que j'ouvre les portes des chambres, bon, il me faudra pas longtemps pour je pense, pour trouver quelle est la chambre de la fille et quelle est la chambre du garçon. Mmh. Et c'est des milliers de micro-choses du classique, oui, on incite plus les filles à jouer à la poupée, donc ça développe leur empathie et les garçons à je sais pas, à jouer au foot et donc à occuper l'espace extérieur, leur corps et cetera. L'espace public du coup par extension après dans la rue où, par exemple on va plus réprimer la colère chez une jeune fille que chez un jeune garçon, on va être un peu plus tolérant, quoi. Tout à fait et effectivement, mais il y a plein de alors, par exemple, pour juste citer, par exemple, une expérience qui en dit long, c'est Ouais, vrai que, comme tu dis, on a tendance à penser que les garçons et les filles, ont des aptitudes enfin, on longtemps pensé, mais il y a encore beaucoup d'idées reçues. Moi, la 1re partie de mon livre, c'est justement, de répondre à enfin, de déconstruire toutes ces idées reçues. Alors je parle, par exemple, de la testostérone parce qu'on est en 2024 et cette malheureuse hormone voilà, a encore beaucoup de responsabilités, enfin on lui met beaucoup de responsabilités sur les épaules alors qu'il n'y a pas, de preuves scientifiques que la testostérone est à l'origine de la violence. On l'a waouh, longtemps pensé parce que c'est une hormone effectivement, alors elle est plus importante, elle est à des taux, 7 à 10 fois supérieurs chez les hommes que chez les femmes. Bon déjà c'est pas une hormone exclusivement masculine, mais effectivement elle a un rôle très important chez les hommes mmh, dans le développement des poils, dans le développement de la musculature. En fait, finalement, des attributs qu'on considère être comme virils. Mais la science, s'est penchée effectivement sur cette question, et il y a des études récentes qui ont été faites, en 2015, je crois, hem et des études récentes et ça, je tiens à le souligner, avec une méthodologie rigoureuse, avec des échantillons de population randomisés, c'est-à-dire où on fait des comparaisons entre des personnes qui ont reçu de la testostérone et qui ne l'ont pas reçue, enfin et ils se sont aperçus, eh bien, que chez un même individu, la testostérone, elle peut être aussi bien liée à des comportements agressifs qu'à des comportements altruistes et d'ailleurs, ils se sont aperçus que c'est bien plus en adoptant des comportements agressifs que ce taux d'hormones augmente et ça a été notamment corroboré sur des études qui ont été faites sur les primates parce que les primates ont le même système hormonal que nous et là, on s'est rendu compte, eh bien, que, par exemple, chez les chimpanzés où ce sont les mâles qui dominent, ils ont des niveaux de testostérone élevés, alors que chez les bonobos, là où ce sont les femelles qui dominent, les mâles ont des niveaux de testostérone bas et on voit en fait finalement comment cette hormone, elle fluctue en fonction du rôle social dans lequel vont se trouver les mâles et s'ils ont ou non à être ouais, agressifs. Voilà, ouais, donc c'est pas inné. voilà et c'est quand même fou que, enfin moi je trouve, hein, que qu'on avance encore tous ces arguments, donc testostérone bien souvent, mais aussi, voilà, on n'a peut-être pas le temps de développer, mais dire que ça a toujours été comme ça dans l'histoire ou alors notre Ouais. cerveau qui nous prédispose à tout ça. Bon, j'ai essayé de croiser en tout cas, beaucoup de champs disciplinaires, donc effectivement la biologie, l'anthropologie, la paléohistoire et cetera, dans mon livre pour montrer que quand on croise quand même tous ces champs, il apparaît qu'il n'y a pas de Oui. prédétermination, biologique, à cette violence et tout ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, on voit qu'il y a des hommes qui sont tout à fait pacifiques et des femmes qui sont capables de violence, enfin, voilà et comment enfin, il y a une résistance encore là-dessus Mmh. qui est incroyable et je peux en témoigner. Bah, en sortant un livre comme ça, oui, je pense que tu t'es pris, quelques réactions, avant de parler du montant astronomique qu'on pourrait économiser si, les hommes, pas parce que ce sont des hommes,
parce qu'ils ont eu cette construction sociale de la virilité. Si les hommes se comportaient comme les femmes, il y a toute une série de statistiques sidérantes. Donc la première dont tu parlais de la majorité des personnes en prison, mais aussi 99% des auteurs de viol sont des hommes. Ce sont aussi 96% des violences au sein du couple, 95% des vols de véhicules, 86% des mises en cause pour meurtre, 84% des auteurs présumés d'accidents routiers mortels, 78% des émetteurs de menaces, etc., etc. Enfin, le déséquilibre homme-femme est vraiment choquant. Je me demandais, est-ce que le sexe est vraiment un critère beaucoup plus important que l'âge, le niveau de richesse ou la géographie, par exemple? Alors très, très bonne question parce qu'effectivement, quand on étudie la violence ou quand, on l'analyse toujours par les critères que tu viens de d'énoncer. Et le problème, c'est qu'on voit que dans une même tranche d'âge, un même milieu social, un même contexte, strictement un même contexte, ce sont toujours les hommes qui, commettent, la violence dans l'immense majorité des cas. Par exemple, quand on parle, de violence, on va souvent, désigner la pauvreté, par exemple. On Ouais, va se dire: «Mais c'est la précarité qui mène à la violence». Oui, mais les femmes aussi vivent dans la précarité et même davantage que les hommes si on prend en compte les écarts de taux d'emploi, de salaire et cetera. Eh c'est vrai. bien, c'est ce que je dis, dans cette même situation, elles commettent pas ou peu de faits de violence et de délinquance. Et C'est un effectivement facteur aggravant, mais effectivement, je dis pas que ça peut moins pas que jouer, mais enfin, je veux dire, si ça jouait autant que ça, les femmes aussi commettraient de la violence. ouais. Au même titre que les hommes. Donc on est ça n'explique pas les origines de la violence et je pense que tant qu'on ne prendra pas en compte le premier critère qui définit le profil des délinquants et des criminels, donc le sexe masculin dans l'immense majorité des cas, eh bien, on passera à côté des origines de la violence et donc on ne coupera pas le robinet des violences, on s'attaquera toujours à d'autres facteurs qui ont beaucoup moins d'impact, et pourtant on a, enfin moi c'est ce que je dis, l'éléphant au milieu de la pièce. Voilà, il y a le ministère de l'intérieur qui fait, des études les soirs de matchs de foot pour savoir, pour analyser cette violence et qui ne dit pas que ces soirs-là, eh bien dans 98 des cas, les auteurs sont des hommes. Enfin, il faut commencer Mmh. par là en fait. Et pour justement, questionner l'éducation, et les valeurs, transmettre des valeurs plus humanistes finalement. Oui, toi, tu le dis, quand on te dit: «Ouais, non, mais c'est peut-être, plus les hommes de certains milieux défavorisés», tu es là: «Bah, c'est quoi le point commun entre quelqu'un qui force son conjoint à avoir un rapport sexuel, d'agresser un camarade à un week-end d'intégration en école d'ingénieur, sous emprise d'alcool, de vendre de la drogue au pied d'immeubles, de commettre des escroqueries financières, dégrader des biens publics, effectivement, un soir de match de foot?» Bah, oui, enfin, on sait très bien que, statistiquement, en très grande majorité, les auteurs de ces délits, c'est des mecs, quoi. Et pourtant, ils peuvent être de milieux sociaux, d'âge, d'études, de géographie très différents. Exactement et je pense que c'est très important aussi parce qu'on voit comment, ce sujet-là est instrumentalisé par, certains partis politiques. Donc je pense que Bah, c'est oui. très, très important d'en revenir aux statistiques pour, justement, bah, déconstruire tous ces discours qui, en fait, ne tiennent pas. Si on regarde les Mmh. statistiques, ça ne tient pas. Et derrière l'idée, c'est pas du tout de dire que l'éducation des femmes, est parfaite ou quoi, par exemple, voilà, sur le rapport au corps et forcément qu'on sait que les femmes ont énormément de problèmes, dans leur éducation par rapport à ça et bien sûr qu'elles sont aussi capables de violences, tu l'évoquais, mais l'éducation genrée qu'elles reçoivent, développe davantage des personnes, voilà, qui vont plus, respecter les règles et les autres et donc bah, ouais, favoriser la paix et moins de violence, quoi. Tout à fait. On peut quand même dire que l'éducation que reçoivent les filles, ben, effectivement, on va développer une plus de cohésion sociale, elles respectent davantage les règles, elles ont un meilleur sens de la communication. Enfin, voilà, statistiquement, c'est très clair. Elles ne représentent que 17 des mises en cause par la justice. Comme tu dis, il y a un gouffre statistique, entre les hommes et les femmes sur, bah, tous ces faits, de violence. Et moi, ce qui me pose problème, c'est que et c'est bien pratique, hein, on a tendance à se dire: «Ah mais il faut éduquer les filles pour atteindre l'égalité entre les garçons. Allez les filles, vous aussi, soyez fortes, jouez le jeu de la loi du plus fort». Ça non Voilà, seulement, vous êtes les principales victimes, mais en plus, c'est ça, si vous on pouviez, forme les réparer le victimes, problème, voilà, c'est ça, il faut vous imposer, c'est à vous de négocier vos salaires, c'est machin et en fait, on se rend compte que tout ça, bah, ça fonctionne pas parce que c'est pas parce que les femmes ne prennent pas leur place. Aujourd'hui, on voit par exemple qu'elles sont plus diplômées que les hommes et pourtant elles sont pas
dans les postes à responsabilité. Donc, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est quel schéma amène à toutes ces inégalités, à toutes ces violences. Et pour moi, il faut qu'on se concentre sur l'éducation des garçons. Alors aujourd'hui, il y a un début de prise de conscience là-dessus, mais enfin bon, on en est encore très très loin, quoi. Au total, tu estimes donc à 92 milliards d'euros juste par an le coût des comportements virils sur l'économie française. C'est astronomique. Donc ça inclut plein de choses, des accidents de la route au cambriolage, en passant par du harcèlement, et tout ce qu'il peut y avoir autour de frais de santé, de justice, de police, de sécurité, et cetera. Heu, J'imagine que ça a dû être un cauchemar. Pour nous donner une idée, sans forcément aller dans tous les détails, comment est-ce que tu as fait, ce calcul, gigantesque? Alors, d'une part, j'ai pris les taux de responsabilité, catégorisés par sexe, par, hommes et femmes. Donc c'est vrai que là, ça a peut-être été alors c'est pas été le plus dur, mais ça a été difficile parce que c'est ce que je te dis, l on a, hein, on les a ces datas, mais le problème, c'est qu'après, soit elles sont pas publiées, soit dans les études, elles sont pas données parce qu'en fait, c'est pas un critère qui est retenu. Ouais, Donc il faut vraiment aller les chercher. C'est peut-être le plus enfin voilà, le plus compliqué, c'est d'avoir, accès, les bonnes infos. à ces infos. Écoute, j'ai pris aussi les budgets que l'on dépense. Là aussi, il y a des secteurs qui sont plus compliqués que d'autres. Bon, pour la justice, c'est assez clair, les budgets sont accessibles, sont simples et voilà. Mais effectivement, là où c'est plus compliqué, c'est pour la santé. Déjà, savoir, dans la santé, quand un homme vient, est-ce que, c'est en raison de sa virilité, qu'il a fini aux urgences, par exemple? Donc voilà, ça pose, des questions qui sont aussi complexes. Donc là, vraiment, je me suis limitée à une surreprésentation, des hommes, aux urgences et aux hospitalisations qui s'ensuivent pour, la traumato. Parce qu'il y a des études qui montrent qu'effectivement, comme les hommes prennent plus de risques, on pourra en parler aussi, et que ça a un vrai coût sur leur santé et leur taux de mortalité, ils finissent bien plus souvent, aux urgences et à l'hôpital pour cette raison-là. Voilà, mais je me suis limitée à ça alors qu'on pourrait aller très certainement bien plus loin. Donc c'est plutôt une estimation, basse? Voilà. Alors et ce que j'ai calculé déjà, c'est un différentiel. C'est la différence entre les sommes qui sont dépensées pour faire face aux comportements asociaux des hommes et celles qui sont dépensées pour faire face aux comportements asociaux des femmes. En fait, ce que j'ai calculé, c'est un surcoût qui correspond effectivement à ce que la Oui. France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Donc ça, c'est le titre de mon essai et ce que j'ai calculé effectivement, c'est les conséquences d'une différence d'éducation, d'un C'est différentiel pas c'est pas s'ils réalisaient plus aucune violence du jour au lendemain, mais c'est juste ils en commettaient aussi peu que les femmes. voilà et effectivement, c'est un résultat qui est sous-estimé, mais largement sous-estimé. Alors la première raison, c'est effectivement cette difficulté à avoir accès à ces données ventilées par sexe et puis bon, c'est aussi un essai, voilà, qui a pour, vocation à soulever cette question, mais effectivement, on pourrait aller beaucoup plus loin, on pourrait pousser l'étude, à agréger toutes les données par type d'infraction, il y en a quand même beaucoup. Donc ça, c'est la première raison de la sous-estimation et la deuxième, c'est aussi qu'il y a un grand nombre d'infractions qui ne font pas l'objet d'une poursuite pénale. Donc j'ai Ouais. pas pu les prendre en compte dans le calcul, mais en tout cas, déjà là, 100 milliards d'euros par an, ça donne un ordre de grandeur, ça rend plus objectif les conséquences, pour la société de toute cette violence, et effectivement de se dire: «Ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire déjà à minima avec ces 100 milliards d'euros?» Et effectivement, comme tu dis, ça si on changeait l'éducation des garçons, si on arrêtait de les éduquer à travers ces valeurs viriles, on ne vivrait plus du tout dans la même société. L'insécurité ne serait plus un problème, et on pourrait investir massivement dans des, politiques beaucoup plus porteuses comme la recherche, l'éducation et cetera, plutôt que de construire des palais de justice et des prisons. Pour revenir un peu, même si on l'a évoqué brièvement, mais avec peut-être d'autres exemples, comment est-ce que tu expliques que cette virilité, elle fasse autant de dégâts? Pourquoi est-ce que la majorité des auteurs de violence, c'est des mecs, quoi? Eh bien, c'est ce que je dis, en fait, très, très, très petit, depuis très petit, on éduque les garçons à se comporter en tant que dominants, mais on les éduque en plus à la violence. C'est-à-dire qu'on voit, pour citer juste quelques exemples, hein, que, dans les jeux des petits garçons, la violence, elle s'exprime quand même très rapidement et de façon très importante. Aujourd'hui encore, enfin voilà, à travers les jeux de bagarre, les jeux de bataille, les jeux, vidéo, les armes factices, aujourd'hui encore dans les catalogues de jeux, dans 92 des cas, lorsqu'il y a une arme, elle est tenue par un petit garçon et ça, mais j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on ne Ouais. remet pas en cause le fait que des jouets puissent avoir la forme d'une arme? Enfin, ne serait-ce que ça.
Voilà, puis les livres, les films dans lesquels l'immense majorité des héros sont des garçons, sont des hommes, qui s'adonnent à une violence qui est légitime. Enfin, je veux dire que quand on va au cinéma et qu'on voit des films d'action, Mmh. enfin, moi, je suis choquée. Alors, là, j'ai pas étudié sur la longue durée. Est-ce qu'il y a plus de violence aujourd'hui dans les films qu'avant? Je pense pas. Mais quand même, enfin, les rôles modèles qu'on montre. Et il y a des études, effectivement, qui montrent, pardon, que les garçons, forcément, s'identifient à ces personnages, développent une appétence pour cette violence. Et ça fait partie, effectivement, de leur identité virile. Voilà, il faut Ouais. être fort. Il faut être fort et il faut être le plus fort, surtout. Ouais. Je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie, par exemple, là tu parles des films, mais effectivement aussi sur les jeux vidéo où, enfin moi vraiment j'adore les jeux vidéo donc enfin voilà, je suis pas du tout, anti, jeux vidéo, mais ça me paraît évident. Enfin personne dit que, si tu fais, je sais pas, tu joues à Fortnite et à plein de jeux de voilà, de tir ou d'armes, tu vas devenir un meurtrier, comme dans les écoles, aux États-Unis. Mais bien sûr que de côtoyer ça crée il y a un continuum comme pour les violences sexistes et Mmh. sexuelles de ça, tu baignes dans une culture de la violence, tu baignes dans une culture de bah voilà, on insulte énormément dans le milieu des jeux vidéo, c'est quand même assez toxique, encore plus pour les rares filles qui y jouent, Mmh. et donc ça, ouais, ça légitimise des micro-formes de violence quand bah, tu tues virtuellement ou tu vois des personnes se faire tuer dans des films ou dans des jeux vidéo à longueur de journée, Mmh. bah consciemment ou inconsciemment, tu te dis que, j'en sais rien, jeter ton mégot par terre ou taper quelqu'un, enfin voilà, c'est peanuts par rapport à ce que tu vois virtuellement, que bien sûr tu ne ferais jamais parce que c'est l'échelon 100, mais l'échelon 2 ou 3, bah, en fait, tout le monde le fait, quoi. Ouais, tout à fait, c'est ça, on parle d'acculturation. C'est un terme sociologique qui, indique comment une population qui, au départ, n'est pas du tout, alors là, on parle de la violence, enfin, qui n'a pas en elle cette violence et comment Ouais, par des petits mécanismes comme ça, et bien, tout au long d'une vie, normalise, pendant des années, banalise, normalise, voilà et est constitutif finalement, au final, de l'identité des hommes, quoi et c'est ça qui est terrible. Je ne dis pas effectivement que parce qu'on joue aux jeux vidéo violents, on va devenir violent, mais effectivement, tout au long de la vie, il y a quand même comme ça des valeurs qui sont transmises aux hommes et ça se joue à toutes les strates de la société. Là, on parle d'objets culturels, mais effectivement, on a aussi parlé de la famille, il y a l'éducation nationale. Enfin voilà, c'est à grande échelle, en fait, finalement. mmh, et encore une fois, bien sûr que les alors pas autant que les femmes, hein, on va pas s'enflammer, mais bien sûr que les hommes aussi peuvent en souffrir parce que bah, tu es obligé de, par exemple, de rentrer dans cette identité alors que tu as pas forcément envie voilà, de jouer au plus fort, au plus dominant, et cetera. Tu racontes qu'il y a ce paradoxe où on attend d'un garçon qui enfin, on nous apprend à obéir aux règles et en même temps, bah, voilà, c'est bien vu d'être un peu rebelle, de désobéir, de boire un maximum, donc potentiellement de Mmh. prendre la voiture, Mmh. et effectivement, cette virilité, elle coûte aussi cher, aussi aux hommes. Les hommes se suicident 3 à 4 fois plus que les femmes. Notre taux de mortalité évitable est 3 fois plus élevé que les femmes, donc vraiment on meurt entre guillemets bêtement. Notamment, tu l'évoquais parce que si tu as une vision rigide de ta masculinité, tu vas par exemple moins aller chez le médecin en préventif. Tu vas attendre vraiment que ton cancer soit super développé. Voilà, on en parlait dans un autre épisode. Je sais plus comment devenir moins con en 10 étapes. Je sais pas si tu as lu ce super livre. Non, non, je l'ai pas encore lu, mais le titre est très, très bon. Enfin, il donne envie, en tout cas. Mais voilà, parce que non, moi je suis invincible, j'ai pas besoin d'aller voir le médecin. Oui, mais en fait, après tu t'écroules et ça coûte plus cher à la société et ta famille doit récupérer les morceaux. Juste parce que, bah, peut-être que si tu étais allé faire un dépistage de je sais pas, du cancer colorectal, bah, peut-être que tu seras en meilleure santé, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, c'est vu comme une faiblesse. Oui, Et il y a ça et il y a, ben, qu'en amont aussi les hommes prennent plus de risques, ont des comportements, par exemple tu parles de cancer, mais face à l'alcool, au tabac, ce sont encore, les hommes qui sont, ben, qui ont des comportements addictifs beaucoup plus que les femmes, même si ça oui, bouge, voilà, mais encore aujourd'hui ce sont les hommes et qui in fine fait qu'ils sont surreprésentés et bien dans les personnes qui souffrent de cancer, voilà liés à des comportements addictifs de tabac, d'alcool. Mais effectivement, il y a plein de comportements à risque parce que
prouver sans cesse qu'on est fort moralement et physiquement, c'est un coût pour les hommes. Alors, il y a ces addictions, mais il y a aussi sur la route, le fait que 78 des morts sur la route, soient des hommes et je pense que là, il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Enfin, je me dis qu'aucun père n'a envie, quand il valorise la vitesse ou la conduite automobile, n'a envie effectivement d'augmenter les risques, de son enfant, de son fils, de mourir dans un accident de voiture. Et je trouve ça important aujourd'hui de dire qu'il y a un coût pour les hommes qui pèse sur leur vie, qu'on pourrait, voilà, que les parents aussi pourraient éviter, des accidents et même, de la mortalité, auprès de leurs enfants, auprès de leurs garçons. Donc voilà, c'est et les statistiques sont aussi de très, très bons outils de sensibilisation sur ces sujets-là. Et là où je trouve que ton livre il est fort, c'est au-delà du diagnostic qui est, pas vraiment très documenté, sourcé avec des études, des stats et cetera. C'est aussi de nous emmener, vers mais à quoi ça ressemblerait un monde sans cette virilité toxique? Tu que, non seulement évidemment il y aurait énormément, d'économies donc, mais aussi, des vies sauvées, des blessures, physiques ou psychologiques, évitées. Tu il y aurait quasiment plus de viols, d'agressions, de harcèlement, de meurtres, de vols, d'escroqueries, et juste plus globalement d'insécurité. On pourrait laisser nos gosses, jouer dans la rue, les femmes pourraient marcher tranquillement, le soir, on serait plus libre, quoi. Ça fait rêver. Enfin, moi je me Ouais. dis si moi en tant que mec ça me fait rêver, j'imagine en tant que femme, enfin Ouais, 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 parce que, nous, les femmes, effectivement, on subit des violences systémiques. Voilà, une femme qui meurt encore tous les 2,5 jours sous les coups de son compagnon, de son ex-compagnon en France. Je me dis, parce que quand même souvent, est-ce que si ça concernait des hommes, est-ce qu'il y aurait pas plus de réactions de la part de la société quand même? Et effectivement, parce qu'on éduque aussi les garçons parce que la virilité, elle passe aussi par l'éducation au mépris du féminin des garçons. C'est-à-dire qu'on leur apprend bah, ouais, effectivement qu'être un homme, c'est surtout pas être une femme. Donc c'est vu comme une faiblesse, en fait. Et très tôt, hein, et encore aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est qu'on fait de façon systématique. On est en 2024 et on ne peut pas offrir un t-shirt rose à un petit garçon. Enfin, je pense qu'il y a vraiment peu de personnes qui s'y risquent. Et on leur fait comprendre qu'il ne faut surtout pas qu'ils portent, donc de t-shirt rose, mais pas de couette, pas de posture efféminée. Quand on va les comparer aux filles encore, ça va être pour les humilier. Tu pleures comme une fille, tu cours comme une fille. Et de ce fait, les garçons, ils intègrent très rapidement mmh, que le féminin est méprisable et que les femmes sont inférieures, aux hommes et cela crée in fine des comportements sexistes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas, déconstruit, qui fait partie, de cette identité, virile et je pense que ça aussi, il faut qu'on en ait, bien conscience et quand je dis qu'il faut qu'on travaille sur l'éducation des garçons, enfin là, on est vraiment, sur ces mécanismes-là, au cœur de ce qu'il faut qu'on repense et qu'on mette en ouais. question. Voilà et avec les conséquences négatives que ça a et positives que ça aurait si on arrêtait de faire ça, quoi. Ouais, moi, une des valeurs centrales dans tout ce que tu dis pour moi qui dans lequel j'avais beaucoup bossé autour de l'entrepreneuriat social et qui permettrait de résoudre énormément de problèmes de société, c'est l'empathie. Qui est extrêmement, nourrie et facilitée et favorisée chez les filles. Donc on en parlait avec, le fait de prendre soin de l'intérieur, de plus communiquer, de prendre soin de sa poupée, de se mettre à la place de l'autre et cetera. Alors que chez les mecs, non, surtout pas. Bon, c'est ultra cliché de dire ça, mais forcément, si on t'apprend à taire tes émotions, à pas pleurer, si tu arrives même pas à avoir de l'empathie envers toi-même, comment tu vas en avoir envers les autres? Et du coup, forcément, tu penses à toi et tant pis pour, les conséquences sur les autres auxquelles tu penses même pas, quoi. Oui, tout à fait et ce qui est intéressant, c'est que, quand on regarde les statistiques et c'est ce qu'on disait, c'est que la moitié de la population, à savoir les femmes qui représentent 51,6 de la population. Donc les femmes qui en fait sont une majorité mais traitées comme une minorité, et bien parce qu'elles sont pas éduquées à travers ces valeurs de virilité, ces valeurs de domination, elles ont en effet des comportements beaucoup plus pacifiques, elles respectent beaucoup plus la loi, les autres et cetera. Elles ne représentent, on l'a dit, que 17 des mises en cause par la justice et donc moi ce que je dis et ce que je constate, c'est statistique, c'est que la solution, on l'a déjà sous les yeux, on l'applique déjà pour la moitié de la population. C'est-à-dire que pourquoi ne pas éduquer les garçons comme les filles? Et ce qui est intéressant, c'est que quand je dis ça, ça fait toujours grincer des dents, parce qu'il y a ce mépris du féminin, parce que vraiment les garçons ne doivent surtout pas se comporter comme des femmes, justement. Mmh. Mais finalement, de dire éduquer les garçons comme les filles, c'est simplement leur donner une éducation plus humaniste
et qui peut passer, comme tu le dis, par le fait de donner aussi des poupons aux petits garçons pour qu'ils apprennent à s'occuper d'autrui, développer leurs sentiments davantage, leur parler des sentiments pour qu'ils soient plus empathiques, qu'ils aient une meilleure communication, également les contraindre plus pour qu'ils respectent les règles. En fait, tout ce qu'on fait déjà avec les filles, avec les femmes, avec la moitié de la population et qui a des effets tellement plus positifs pour l'ensemble de la société. Donc à la fois, oui, ça c'est compliqué parce que c'est un changement de mentalité, mais en même temps, j'ai envie de dire, on le fait déjà pour la moitié de la population, ça devrait pas être très compliqué de le faire pour tous les enfants finalement. Mais c'est trop intéressant, ce sur quoi tu mets le doigt que, bah, on est quand même accroché à ce concept de ouais, à ce pompier pyromane, à cette source du problème de: «Ouais, mais ça nous rassure un peu la virilité». Alors enfin, vraiment, on met des œillères sur, le coût que ça a pour la société Mmh. et ce qui me choque, c'est que enfin, tout le monde le sait. Tout le monde le sait que c'est une énorme source de problèmes, mais personne n'en parle et de le chiffrer comme ça, je trouve que tu mets un énorme projecteur dessus et c'est absolument génial parce que tu l'écris avec 90 milliards. Enfin, vous imaginez tout ce qu'on pourrait faire et encore, c'est une estimation basse. Tu on pourrait rembourser la dette de l'hôpital de 30 milliards. On pourrait diviser l'impôt sur le revenu par 2. Il y aurait pas besoin de repousser l'âge de la retraite pour, soi-disant, faire des économies. Enfin, c'est une somme qui est vraiment délirante. Oui et quand on fait des comment dire? Quand, le gouvernement va, raboter sur des acquis sociaux pour gagner quelques milliards, quelques dizaines de milliards sur, plusieurs années, bah, ça me fait doucement rire parce que enfin vraiment je dis rire, mais non, Oui, rire jaune, ouais. c'est ouais, c'est vraiment dramatique en fait qu'on ne s'attaque pas à ça, que ce soit vraiment un impensé, qu'on se dise que les comportements des hommes représentent tous les comportements de toute la société. Enfin, on a toujours pensé ça, donc c'est pour ça on ne le pense même pas, on ne le voit même pas. Mais là, je pense que voilà, on a les statistiques, on a les coûts. Enfin, bon, il y a un moment, il va falloir qu'on ouvre les yeux et qu'on change nos politiques publiques. Moi, c'est mon travail aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne veux pas que cet essai soit juste un constat. Alors, effectivement, c'est un très bon outil pour changer les mentalités, mais qu'est-ce qu'on fait derrière? Mmh. Voilà. Et aujourd'hui, moi, c'est un peu mon travail. Enfin, c'est ce que je fais, c'est mon travail. Et comment est-ce qu'on peut Transformer ça en ouais, en mesure, quoi. exactement que Mmh. ça devienne concret, quoi. Bon, c'est peut-être mon côté, de gauche, quoi, mais je crois pas que l'État fasse toutes ces mesures pour vraiment faire des économies. Je trouve ça un peu compliqué, quand un État qui justement incarne énormément ce côté, viriliste, voilà, par tellement de phrases, par sa police, par sa justice, par, ce le fait d'avoir des ministres, potentiellement violeurs. Enfin, il y a tellement de choses qui résonnent avec toutes les statistiques qu'on dénonce. Bah, je crois pas qu'il enfin, ça semble compliqué de se tirer une balle dans le pied. Donc après, bien sûr, l'État, c'est aussi au niveau local, et cetera. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que, est-ce qu'on fait jouer, les garçons à la poupée? Est-ce que, comme tu le dis très bien, quand on fait des campagnes de sécurité routière, bah, peut-être on pourrait d'abord et surtout s'adresser, aux hommes? Enfin, par où on commence? Mais il y a plein de choses à faire et ce que tu dis, c'est ça et alors sur la sécurité routière, effectivement, jusque-là, les campagnes qui étaient faites, contre, l'alcool au volant, la vitesse au volant, jamais ils ne disaient que c'était d'abord les hommes qui conduisaient en état d'ébriété, qui dépassaient les limitations de vitesse. Pour la Ouais, première fois, la sécurité routière, l'année dernière, a fait une campagne en prenant en compte, ces statistiques, OK. alors là, ils se sont pas, Après l'apparition de ton livre. oui, 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 Coïncidence? tout à fait. Non, mais quand moi j'ai reçu le mail de la lancement de campagne, je suis tombée de ma chaise, mais c'est vraiment, Bah, c'est enfin, bien. j voilà, exactement. Alors là, ils ont pas pris les taux de responsabilité, ils ont pris les taux de mortalité, donc 78 des morts sur la route sont des Oui, hommes. c'est moins culpabilisant. Voilà, tout à fait. Alors, effectivement, c'est pas une campagne choc comme ils ont eu l'occasion d'en faire, par le passé, sur d'autres sujets, mais en tout cas, je trouve que c'est révélateur du fait qu'un organisme étatique qui lutte contre la violence, donc là, la violence routière en Ouais. l'occurrence, s'empare de ces chiffres et pour la première fois regarde, les véritables causes de la violence. Donc ça peut paraître minime, mais en même temps, moi je trouve que quand même c'est révélateur d'un changement de mentalité, d'une prise de conscience et là, si on le fait pour ce type de violence, bah, je veux dire poussons la porte et faisons-le pour,
tous les autres types. Ouais. Et effectivement, moi aujourd'hui, ce que je fais, c'est de faire du plaidoyer. Je suis de plus en plus reçue par les décideurs dans les cabinets ministériels, par les élus, les représentants de l'État, aussi dans les collectivités territoriales. Enfin voilà, ça fait 3 ans que mon livre est sorti, je sillonne la France pour parler de tout ça devant des publics très variés. Euh, et effectivement, il y a des responsables des services de l'État qui travaillent sur ces questions, qui commencent à s'en Ouais. emparer. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine, mais il y a un moment, enfin je veux dire, là on a l'éléphant au milieu de la pièce, on ne pourra plus, enfin une fois qu'on a pris conscience de ça, je pense on ne peut plus faire semblant. Enfin, je veux bien que l'État soit, Mmh. voilà, transmette lui aussi des images, enfin comment dire, des représentations viriles, etc. Mais bon, il y a un moment, l'argument économique aussi, voilà. Donc oui, il y a ces politiques publiques, voilà, on peut adapter. Je pense qu'il faut qu'on parle aussi aux jeunes garçons. Le fait que dans les écoles, et il y a des choses qui sont déjà mises en place, enfin mises en place. Alors ça reste à discuter, mais par exemple les cours d'éducation à la vie affective et sexuelle, donc qui sont normalement obligatoires, mais qui ne sont donnés qu'à 15% des élèves. Mais alors déjà il faut donner ces cours, et puis en plus je pense que ça peut être un moment aussi où on discute avec les garçons de comment se construit leur identité, leur virilité, avec quelles conséquences. Parce que là aussi, quand on parle de l'éducation à l'égalité, on va parler de l'éducation des filles. Comment les filles vont faire pour aller dans les métiers d'hommes, etc. Oui, mais comment est-ce qu'on fait pour que les hommes aillent dans les métiers de filles? Et qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'ils n'ont pas envie d'y aller? Et que ce sont des métiers qui sont dévalorisés. Donc voilà. Je pense aussi auprès des parents. Aujourd'hui, il y a des rendez-vous à la PMI quand on devient parent, parce qu'on a tous et toutes le droit de faire des enfants, et tant mieux, mais on ne nous donne pas les clés pour éduquer finalement des bons citoyens, allez, j'utilise ce terme, et surtout des citoyens qui ne vont pas commettre de violence, et comment on éduque nos garçons, etc. Enfin bon, voilà, Ouais. et puis dans les études, enfin dans les parcours de formation des policiers, de la justice, il faut aussi que ces chiffres ils soient connus. Enfin, voilà, pour qu'ensuite, si ces personnes-là ont des responsabilités pour développer des programmes de prévention à la délinquance, à la criminalité, qu'ils aient ça en tête et qu'ils se disent bon, qu'est-ce qu'on a à faire en premier? C'est effectivement à s'occuper des garçons, ce qui Ouais. n'est pas fait encore aujourd'hui. Voilà. Donc, plein de OK. choses. Il y a plein de choses à faire. C'est ça qui est génial et frustrant à la fois, c'est que, comme d'hab, c'est un problème systémique et du coup, on peut avoir l'impression que c'est un peu plein de mesures isolées, même si je pense qu'évidemment dans l'éducation, ça peut sembler, c'est facile de s'en moquer, mais je pense que ça peut avoir un impact, considérable. Est-ce qu'il y aurait, 1 ou 2 mesures, phares énormes qui, si on arrivait à mettre ça en place, heu, tu penses ça pourrait vraiment, avoir un effet de bascule ou en tout cas avoir beaucoup plus d'impact que ce qu'on a évoqué? En fait, j'ai du mal à répondre à ça parce que, le problème, c'est qu'en fait, il faut agir de façon vraiment systémique. Ouais, Parce qu'on voit bien, par exemple, dans les pays du Nord, qui sont beaucoup plus en avance sur ces questions-là, et qui, ont une éducation à l'égalité, déjà plus implantée dans les écoles. Enfin voilà, ils arrivent à mettre en place ces programmes. En France, on commence, mais c'est encore compliqué. Bon, bref, ouais, on va pas revenir là-dessus, mais on voit qu'effectivement, cette éducation, elle a des résultats beaucoup plus positifs sur le partage de la parentalité, l'éducation salariale, etc. Mais c'est vrai que ouais, sur les violences, même dans ces pays-là, les violences faites aux femmes, on voit que les taux sont très élevés et sont même en moyenne plus élevés que dans le reste de l'Europe. Alors, à la fois, c'est une bonne nouvelle parce que ce sont des pays dans lesquels la parole des femmes est prise en compte, mais ce sont des pays dans lesquels ces valeurs viriles, elles se transmettent aussi. Et dans ces pays, les petits garçons regardent les mêmes films, ont les mêmes objets culturels que les nôtres. Donc, il faut bien comprendre qu'il va falloir agir de façon systémique, et c'est ça qui est compliqué. Et en même temps, je pense que quand on parle, par exemple, d'objets culturels, quand on parle, voilà, il y a plein de parents qui me disent, mais moi, mon petit garçon, il veut lire des mangas super violents. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas l'en empêcher. Alors oui, on n'en est pas encore au jour où tous ces objets culturels transmettent des valeurs beaucoup plus humanistes.
Ce qu'on peut faire, c'est par exemple profiter de ça pour en discuter avec les garçons. Et quand je parlais par exemple des cours dans les collèges, mais on peut le faire à la maison, on peut le faire voilà si on a des neveux, etc. De profiter de ça pour parler avec eux justement ce que ça renvoie, quelles sont les Ouais. conséquences, etc. Et il y a de plus en plus de livres et de podcasts qui abordent la question de la masculinité toxique et de l'éducation des petits garçons. Donc, on a quand même aujourd'hui de plus en plus d'outils. On connaît les conséquences. Donc, allons-y aussi. Enfin, il y a un moment, si on commence pas, on va pas y arriver. Et puis, aussi, ça paraît énorme, mais en fait, c'est juste pour que, finalement, j'ai envie de dire, les petits garçons respectent les lois qui, voilà, qui sont Mmh. en place Pour et leur qui bien, permettent, voilà, et qui permettent un vivre ensemble. Voilà, c'est ouais, rien de plus en fait. Enfin, c'est ça qui est dingue aussi. On a ouais. l'impression que vraiment parce Faut qu'on faire des montagnes pour mais c'est demander ça, des parce choses, qu'on nous de fait basiques. croire depuis tout le temps que cette violence vraiment elle peut pas enfin, elle est constitutive de notre société, mais non, en fait, c'est une arnaque. Oui, c'est surtout un changement d'imaginaire, quoi. Exactement. Est-ce que, il nous reste, 4 minutes, effectivement, juste avant, je vous conseille effectivement le podcast, Mansplaining. Je sais Ouais, pas, peut-être c'est à lui que tu pensais, que j'avais aussi la ouais. chance, d'interviewer. Je crois que ça s'appelle «De sexiste à féministe», son interview, avec son histoire assez intéressante. Est-ce que tu aurais des anecdotes sur, l'impact que, ton livre a pu avoir sur, des lecteurs, des lectrices, ou du public? Alors J'aime bien le petit rire qui en dit ouais, long. non, je sais pas, ce que je peux dire, c'est que c'est un outil qui est très objectif, qui est, chiffré et donc qui parle aux hommes. Parce que c'est vrai qu'on éduque davantage Ouais, les hommes, OK. que les femmes, encore aujourd'hui, malheureusement, à être plus à l'aise avec les chiffres, avec l'économie. Donc c'est un très, très bon outil pour aller vers des publics peu sensibilisés et notamment, les hommes et c'est vrai que dans l'immense majorité des cas et je le constate, c'est quelque chose qui fonctionne quand même très bien. Après, il y a toujours une petite partie de résistance. Alors là, on va retomber sur, et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que, la résistance, elle va se faire un peu moins sur la raison et beaucoup plus sur la passion. Voilà, on va Oui. me dire, «Oui, mais les statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut». Je dis: «Oui, mais enfin 96 de la population carcérale masculine, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je ne sais pas». Enfin, vraiment, si vous Ouais. avez une autre interprétation, donnez-la moi parce que voilà. Et Heu tu as des mecs qui t'ont dit, je sais Ouh pas, que là, ça mais oui, oui, oui. Et puis bon, j'ai beaucoup d'arguments sur, bah, c'est la faute des femmes parce que ce sont non, les non, je veux dire qui femmes. chez qui ça a eu un déclic ou Ah qui oui, 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 dans l'autre sens. tout à fait, pardon. Là, je partais sur, les 10 de résistance, mais oui, oui, tout à fait. Il y a des hommes en conférence qui me disent: «Ben, en fait, là, je pense que je ne suis plus le même entre le moment où je suis rentré dans la salle et le moment où je vais sortir». Voilà. Et des papas qui me disent, «Bah, moi, j'éduque, mes petits garçons, il y avait plein de choses que j'avais pas réalisées et notamment sur la conduite automobile. Bon, bah, là, je vais changer les choses, je vais faire, plus attention». Qu'est-ce qu'ils faisaient avec leurs enfants sur Non, la non, bah, conduite automobile? c'est de leur offrir des voitures, de valoriser la vitesse à travers les jeux aussi, les jeux D'accord, OK. vidéo de vitesse. Voilà, ça peut être l'occasion d'en parler et puis je pense que quand même se transmet, à travers l'automobile qui a été aussi un Oui. objet constitutif de l'identité des hommes pendant des mais encore aujourd'hui, en fait Oui, et même toi, la comment manière dont toi tu conduis quand il y a tes enfants dans la voiture, voilà, exactement, exactement et de ne pas insulter les autres au volant et de ne pas, ouais, voilà, très dur, mais oui. il y a plein de choses autour de la voiture, hein, c'est très intéressant. Ouais, Voilà, mais en tout cas, il y a ce livre, je pense que c'est pas pour rien que ça fait 3 ans et les retombées qu'il a eues et aujourd'hui, de plus en plus à l'international. Donc utilisons cet outil. Voilà. ouais. J'avais une dernière question. Au-delà de la campagne, par exemple, de sécurité routière qui potentiellement découle de ton travail, ou en tout cas de ce bain culturel. Est-ce que tu aurais d'autres anecdotes sur l'impact que ton travail a pu avoir sur des dirigeants, des entreprises, des écoles, je sais pas, des Alors, pays? oui, 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 bah, alors je suis, de plus en plus alors soit par des académies, de l'éducation nationale, soit par des préfectures qui, Ouais, en fait, comment dire? Qui vont utiliser mon travail pour, voilà, comme une première pierre en tout cas, à soit des développements d'outils pour, s'adresser aux garçons en milieu scolaire, soit OK. effectivement développer des politiques publiques. Alors je peux pas trop en dire parce que, voilà, c'est un travail, bref, de plaidoyer aussi qui bon, voilà, il y a de plus en plus de prise en compte, de tout ça.
Et sans dire qui ou quelle politique c'est, est-ce que tu peux nous en dire plus sur quel type de politique ça peut être? Ah beh, sur la prévention de la délinquance, de la criminalité, et c'est ce qu'on dit de prendre en compte ce premier critère, voilà, dans les actions qui peuvent être menées par les services de l'État. Trop bien, merci Lucie. On Merci. on peut trouver ton livre, Le coût de la virilité partout en librairie et si ça vous a plu, bah, abonnez-vous au podcast pour, nourrir votre quête de sens. Je vous conseille notamment l'épisode, bah, Devenir moins con en 10 étapes ou celui effectivement avec Thomas de Mansplaining, ça m'aide énormément. Ciao Lucie, ciao tout le monde, à dimanche Salut, prochain. merci.